Mesdames, Messieurs, bonsoir. Enlèvement, intimidation, agression de journalistes. La liberté de la presse se trouve quelque peu malmenée ces derniers temps au Mali, suscitant fort heureusement de nombreuses réactions de condamnation. Pour en parler, l'interview de la semaine est aujourd'hui à la Maison de la Presse pour rencontrer son président Makakone. Bonsoir. Bonsoir. Merci de nous recevoir. Le moins qu'on puisse dire, Monsieur le Président, c'est que la presse malienne se trouve dans la tourmente. Oui, bien entendu. D'abord, vous dire merci pour avoir fait le déplacement. Être venu ici chez vous à la Maison de la Presse. Maintenant, pour répondre à votre question, sans détour, je vous dis oui. Aujourd'hui, la liberté de la presse malienne, les journalistes, les animateurs, tous les gens de médias sont véritablement, sérieusement inquiets par rapport à leur sort, par rapport à ce qui se passe dans le pays, par rapport aux agressions, intimidations des confrères, des journalistes. Depuis 2-3 mois que nous assistons des enlèvements, des intimidations, et puis qui va en s'aggravant, en devenant de plus en plus inquiétant, si vous permettez. Au début, on a vu 2-3 confrères qui avaient été interrogés sur certains sujets. Et ce qui est grave, c'est que souvent c'était des sujets qui n'avaient même pas encore été traités dans les organes qu'on leur reprochait cela. Ce qui est quand même c'est une sérieuse entrave à la liberté de la presse, à la liberté d'informer. Maintenant, au fur et à mesure, on enlevait carrément des journalistes pour les transporter hors de la ville de Bamako, 30-40 km. Le premier en date, c'est notre confrère Adam Keïta, qu'on a transporté derrière Bamako, qu'on a sérieusement passé à tabac. Le dernier nous a vraiment révolté, le cas du doyen. Non seulement parce que c'est quand même un homme d'un certain âge, il a 62 ans, il a eu de sérieuses blessures, fracture de la main droite, des blessures au niveau de la tête, beaucoup d'hématomes sur le corps, qu'on a laissé pour mort en réalité sur la route de Irimadio, et qui s'est arrangé pour venir sur la route, que des confrères ont transporté à l'hôpital pendant toute la nuit, qu'on allait visiter le matin. Donc nous nous sommes dit qu'il fallait faire quelque chose. Pour vous dire, en réalité, aujourd'hui, pour parler, la presse est vraiment dans la tourmente, la liberté de la presse commence à ne plus exister dans notre pays. Est-ce que vous parlerez aujourd'hui de recul en matière de liberté de la presse au Mali? Bien entendu, plus que le recul, c'est ce que je disais, on peut même parler d'inexistence de la liberté de la presse aujourd'hui. Si un journaliste ne peut pas circuler librement parce qu'il n'est jamais sûr, il n'est pas sûr de ne pas être enlevé quelque part, passer à tabac et tout, si le journaliste ne peut pas faire librement son travail, c'est-à-dire moi, quand je recueille une information, en la traitant, si je suis obligé de réfléchir, de me dire, en traitant cette information, est-ce que, pour vous dire que là, c'est la liberté de la presse qui commence à être sérieusement mise à mal. Est-ce qu'on peut même parler d'existence réelle de liberté de la presse dans notre pays? Si n'importe qui peut enlever un journaliste dans sa rédaction, le transporter à 40-50 km de la ville, le frapper, et qu'on ne puisse même pas situer les responsabilités. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui est dangereux. Le gouvernement dit, je ne suis pas au courant, on ne les connaît pas. Nous ne pouvons pas le savoir, ils sont encagoulés, on les enlève, c'est des hommes armés, mais en tenue civile, qui transportent les journalistes, qui posent de tels actes. Donc, ce qui est très dangereux et très inquiétant. On vous a vu marcher cette semaine, on a vu donc la presse dans son ensemble pratiquement marcher du siège de l'indépendant à la primature. L'agression de Saouti, c'était un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Qu'est-ce que cela avait de particulier? Pas grand-chose de particulier. C'est pas parce que, ça je l'ai dit aux gens, pas parce que c'est Saouti qu'on a agi comme ça. Ça aurait été n'importe qui, ça aurait été vous, ça aurait été moi, ça aurait été nos amis ici. Cette fois-ci, il fallait qu'on pose un acte, qu'on prenne une date avec l'histoire, et qu'on dénonce fermement à travers la mobilisation de tous les confrères, que je remercie ici de passage, à travers la mobilisation de tous les confrères, ce qui est en train de se passer. Parce que, voyez-vous, le cas de Saouti est quand même à prendre très au sérieux. C'était quand même une fracture du bras droit, des blessures à la tête. Nous nous sommes dit que là, ça devenait très dangereux. Si on a attendu aussi, on n'a pas réagi jusqu'à aujourd'hui, parce que vous savez, on est quand même dans un contexte particulier au Mali, il y a tellement de tensions, les gens se parlent la peine, ce qui a déploré. Nous nous sommes dit en tant que journalistes, notre rôle, ce n'est pas également d'ajouter de la tension à une tension déjà existante. Donc nous avons pris suffisamment de recul. Depuis 2-3 mois que les journalistes sont malmenés, la liberté de la presse est entravée de la sorte, mais cette fois-ci, on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose. Il y va même de la survie de notre profession, et même de notre vie. Le mouvement de l'autre jour, c'était un peu un mouvement de révolte, un peu le printemps de la presse malienne? On n'est pas encore arrivé, je crois, au printemps de la presse malienne. Là, nous posions juste un acte, nous exprimions notre colère. Il fallait que nous fassions quelque chose. C'est-à-dire, prendre les autorités à témoin, prendre l'État à témoin, prendre l'opinion nationale et même internationale à témoin, prendre les amis du Mali à témoin, les faire le point par rapport à ça,
de la manière la plus pacifique possible, la plus courtoise possible, la plus respectueuse possible. C'est cela qu'on a fait. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir été entendu? Nous espérons qu'on a été entendu. Nous espérons que nous serons pris au sérieux. Nous espérons que et l'État et les commanditaires de ces actes nous prendront au sérieux parce que nous avons d'autres actes par rapport à cela. D'abord, nous allons porter plainte contre X par rapport à ce qui se passe au sein de notre profession. Que nous attendons, à partir de la déclaration que nous avons remise au Premier ministre via son ministre directeur de cabinet, nous attendons forcément une réaction du gouvernement, que nous garantisse que notre liberté est désormais respectée. À la suite de votre combat, quelle forme est-ce que c'est censé prendre? Nous, on a dit, vous savez, on est tous entre Maliens. On ne va pas faire du jusqu'au boutisme. On a fait ce qu'on devait faire déjà en un premier temps, marcher, faire une journée presse morte, dont on a parlé partout à travers le monde, à cause de la mobilisation. Parce qu'en fait, les gens pensaient que les journalistes étaient divisés. Mais on a prouvé aux gens, à tout le monde, que cette cause est une cause commune. Donc, on a remis une déclaration très claire, très précise, sur tous les points. On attend une semaine, 2 semaines, voir la réaction au niveau du gouvernement, voir ce qui va se passer. Et puis après, on envisage d'organiser des sittings, continuer d'initier d'autres journées presse mortes. Monsieur le Président, la crise que connaît le pays aujourd'hui frappe durement pratiquement tous les secteurs. Est-ce qu'on peut savoir comment les entreprises de presse s'en sortent-elles? Elles s'en sortent très très mal. Elles s'en sortent très très mal. Je vais vous dire, si on ne prend pas des dispositions d'ici 2-3 mois, vous verrez d'abord que beaucoup de journaux vont fermer, beaucoup de radios vont fermer forcément. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'en termes d'activité, il n'y a pas d'activité du tout dans le pays. C'est à travers les activités que nous, les organes de presse marchent, fonctionnent. C'est à travers les activités qu'on peut avoir des informations pour vendre les organes de presse, pour vendre les journaux. Aujourd'hui, les activités sont vraiment, vraiment au ralenti. L'économie, c'est-à-dire les entreprises économiques qui nous donnent des publicités, qui nous donnent des annonces, commencent déjà à fermer petit à petit. Le cas des hôtels est patent par rapport à cela. Il y a beaucoup d'hôtels qui ont fermé aujourd'hui dans ce pays. Donc, pour vous dire, les entreprises de presse vont très très mal. Là, je profite de l'opportunité que vous m'offrez pour lancer un appel aux partenaires de la presse et à l'État, surtout à l'État. Comme j'ai dit, nous, on est service public, toute la presse. Donc, l'État est obligé de nous assister. C'est vrai que nous avons des engagements à respecter nous aussi, mais l'État est obligé d'entretenir, de soutenir une presse libre dans son pays, dans le pays. S'il n'y a pas cela, il n'y a pas de démocratie, il n'y a même pas de développement, à la limite, ce n'est pas possible. Mais en période de trouble, la presse devrait plutôt avoir du grain à moudre. Non, pas. Je veux dire, ce n'est pas le cas de toute la presse aujourd'hui. Ce n'est pas le cas de tous les journaux. C'est vrai qu'il y a de l'information, mais ça, c'est au cas où nous-mêmes, nous pouvons exercer tranquillement. On vient de parler tout de suite du cas. Aujourd'hui, c'est qu'on est vraiment mal. On est en très mauvaise posture parce que nous ne pouvons pas. Il y a des informations que les journalistes sont obligés, autres qui peuvent beaucoup vendre les organes, que les journalistes sont obligés d'abord, pour ne pas créer une certaine tension dans le pays, d'abord, que nous sommes obligés de censurer nous-mêmes. C'est du pays qu'il s'agit. C'est du pays qu'il s'agit. À la limite, ce n'est même pas de la censure. C'est notre souci pour la sortie des crises du pays. Ça, même si on ne le dit pas assez, la presse a félicité par rapport à cela. Je vais vous donner un seul cas. Il y a eu des massacres, je ne vais pas citer clairement, il y a eu des atrocités dans le nord de notre pays. Les images sont passées partout. Mais la presse malienne a attendu longtemps. Ce n'est pas par défaut d'être informé ou d'avoir les images. La presse malienne a attendu longtemps pour commencer. Et puis c'est qu'un ou deux journaux qui ont publié cette information. Ce n'est pas parce que nous n'avions pas l'information, ce n'est pas parce que nous n'avions pas les photos, mais de manière délibérée. Et puis à l'époque, on ne nous a rien demandé en tant que journaliste. Mais on est sorti du cadre, on a dit on est avant tout des Maliens, on ne l'a pas fait. Donc il y a cela qui entrave beaucoup la bonne marche des entreprises. Il y a des informations que nous ne voulons pas traiter, nous ne devons pas traiter. Nous nous obligeons de ne pas traiter pour ne pas aggraver une situation qui est déjà déplorable. Le sens de la responsabilité. Très bien, le sens de la responsabilité. Merci. Le paysage médiatique aujourd'hui au Mali, avez-vous une idée du nombre de radios et de journaux de la presse écrite?
200 radios qui ne sont pas toutes fonctionnelles, 200 par là. Et franchement, ce n'est pas très précis parce qu'il y a des fréquences qui ont été attribuées et qui ne sont pas... souvent, les gens parlent de 400 parce qu'il y a des fréquences qui n'ont pas été attribuées, qui ont été attribuées mais qui ne sont pas fonctionnelles. Il y a des fréquences, il y a des radios qui ferment, il y a des fréquences un peu litigieuses, permettez-moi l'expression. Il y a des fréquences, ça c'est aussi malheureux, il y a des fréquences qui sont louées sur d'autres canaux. Donc ça aussi, mais tout ça c'est de la responsabilité de l'État. Maintenant les journaux... Le chiffre 200 à 400 concerne les radios. Oui, concerne les radios. Maintenant les journaux, on a 50 journaux qui paraissent régulièrement jusqu'en début d'année. 50 journaux qui paraissaient régulièrement. En termes d'existence de journaux, on a entre 70 et 100 journaux aujourd'hui. 70 et 100 titres, je veux dire, au Mali aujourd'hui. Vous estimez qu'il y a de la place sur le marché pour autant d'organes? Non, du tout. Il y a trop d'organes, en fait, aujourd'hui. Nous les dénoncions énormément d'ailleurs parce que... mais seulement, qu'est-ce que vous voulez? Il faut que les gens s'assument. Parce qu'aujourd'hui, on peut attribuer un récépissé à n'importe qui dans ce pays. Tout le monde peut créer un journal. Ce n'est pas normal. C'est quand même un métier tellement sérieux, tellement noble qu'on ne peut pas laisser n'importe qui accéder à ce métier. Et dangereux à la limite. Très sensible. Et la plume, le micro et tout ça, c'est quand même des métiers. On n'a pas le droit, l'État n'a pas le droit de ne pas avoir un regard sur l'attribution et des récépissés et des fréquences dans notre pays. Donc c'est pour cela d'ailleurs qu'on a beau nous aider, on a beau nous accompagner, ce n'est pas suffisant. Il faut trouver une politique de création de véritables entreprises de presse au Mali. Il faut trouver une politique d'accompagnement de la presse et de réduction de ces titres. Maintenant, on ne sait pas, on y réfléchit, mais en tout, parce que d'autres part, on va aussi dire que c'est une entrave à la liberté de la presse. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises de presse, dans leur majorité, ne sont pas viables parce qu'il y a trop de journaux. Justement, on reproche à ces journaux beaucoup de manque de professionnalisme, publication de fausses nouvelles, entre autres, attaques gratuites contre de paisibles citoyens, monnayage de l'information. Qu'est-ce que vous répondez en tant que président de la Maison de la Presse? Bon, je dis qu'on nous reproche aussi beaucoup de choses dont on n'est pas fondamentalement responsable. Il faut le reconnaître. Vous savez, quand on crée les conditions pour la création des journaux, on crée également les conditions. Il faut créer des conditions pour mettre des garde-fous à toute liberté. Il existe ici, au Mali ici des structures, d'abord, qui sont chargées de veiller à l'application stricte, au respect strict de l'éthique et de la déontologie. Il faut qu'elles s'assument, il faut qu'elles fassent leur travail. Ce n'est pas la Maison de la Presse qui est chargée. Mais est-ce que l'éthique et la déontologie sont respectées aujourd'hui dans la presse malienne? Non, il faut avoir le courage de dire qu'il y a souvent des manquements graves à l'éthique et à la déontologie dans notre pays. Sur notre travail, il faut qu'on ait le courage de le dire, c'est la vérité. Mais au-delà de ça, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut que l'État s'assume. Chacun à son niveau. Nous, en tant que Maison de la Presse, notre rôle, c'est surtout la formation, le perfectionnement, la dissuasion. On n'a pas... Il faut... Tout le monde, je vais vous donner un exemple. Même vous, mon frère, si vous savez que vous partez demain matin dans la cour de l'Eurothème, faire ce que vous voulez, et qu'il n'y a personne qui peut vous empêcher de le faire, mais vous n'allez pas arrêter de le faire. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe aujourd'hui. En fait, il n'y a pas de structure réelle pour dire aux journalistes, vous ne devez pas dépasser ces cadres. Il y a des structures, mais qui ne sont pas aussi fonctionnelles que nous le souhaitons. Parce qu'en réalité, il y a des manquements, mais quand il y a des manquements, il faut qu'il y ait des mesures. Il faut que les journalistes comprennent que si je procède à des manquements à l'éthique et à la déontologie, il y a une structure ici qui peut prendre des mesures, qui peut m'avertir, qui peut faire des trucs, et puis il faut que ça existe. Monsieur le Président, que devient l'Observatoire pour la déontologie et l'éthique de la presse qui était censé veiller un peu au niveau des professionnels sur tout ça? Il y a quand même des structures qui ont été créées pour veiller sur tout ça, telles que l'ODEP. Mais l'ODEP qui a connu quand même un problème de management, qui a connu un problème de fonctionnement, pas forcément par la faute de ceux qui l'animent, les responsables de l'ODEP, non. Mais quand on crée une structure, il faut aussi donner les moyens à cette structure. Je crois que pendant un certain nombre d'années, la structure avait des moyens pour fonctionner, mais depuis un certain temps, il faut avoir le courage de dire qu'elle ne tourne plus, elle ne marche plus comme nous le souhaitons, nous. L'ODEP a fait, je crois, 1 an ou 2 ans fonctionnels. Il y avait un bulletin à la fin qui sanctionnait les manquements et tout, qui rappelait les gens à l'autre. Et puis, au-delà de ça,
il s'agit également de la représentativité dans les organes, surtout par rapport à la régulation et l'autorégulation. Il faut que ces organes soient vraiment animés et sans faire de reproches à qui que ce soit. Je crois qu'il faut aller vers ça. Il faut que ce soit vraiment animé par des hommes consensuels, et des hommes respectés, des hommes dont la profession est d'accord sur le professionnalisme. Là, il n'y a pas de problème par rapport au fonctionnement de l'organe. Vous avez souvent parlé au cours de cet entretien de l'État. Quel est votre rôle, Maison de la Presse, dans tout ça? La Maison de la Presse est à l'origine un centre de formation et de perfectionnement. Mais c'est vrai que nous faisons beaucoup plus aujourd'hui que la formation et le perfectionnement. Nous faisons syndicat de journalistes, nous nous battons pour l'amélioration des conditions de vie des journalistes. Nous sommes interface entre l'État et la presse, ça c'est dans notre rôle. Nous sommes interface entre les partenaires et la presse. D'abord, nous démarchons beaucoup de partenaires pour la formation des journalistes. Les derniers cas en date, c'est que nous étions sur un très grand projet en partenariat avec l'École supérieure des journalistes de Lille, mais qui a été arrêté à cause des événements que nous avons connus, parce que c'est l'ambassade de France qui parrainait un peu la formation. Nous faisons beaucoup de formations. C'était une formation sur 2 ans qui nous permettait de former 20 journalistes avec à la clé un diplôme de l'ESJ. Donc pour vous dire, nous faisons beaucoup dans ce cas-là, nous faisons beaucoup de formations. Mais nous avions dit, malheureusement c'est tombé avec cette situation, nous avions dit qu'il faut aller au-delà des séminaires de 2-3 jours, une semaine, aller vers des formations diplômantes. Donc franchement, ça, le projet, il est ficelé. On avait même, au niveau de l'ambassade, les premiers fonds de démarrage que l'ambassade de France prenait en charge, mais avec les événements, c'est suspendu. Donc c'est principalement tout cela notre rôle. La formation, elle est peut-être quelque part en cause dans l'état de la presse aujourd'hui au Mali, mais il y a aussi peut-être éventuellement les conditions de travail, vous en avez parlé, la précarité salariale dans les entreprises de presse. Tout ça est lié parce que mais si un seul journaliste peut sortir d'une rédaction, créer un journal, travailler avec son cousin, travailler avec sa cousine, on ne peut pas parler de respect, de conditions salariales et tout. Il faut qu'on aille au-delà de l'informel qui est vraiment présent dans notre profession aujourd'hui. On est obligé aujourd'hui d'aller vers de véritables entreprises de presse. Mais il n'y a aucun moyen d'empêcher aujourd'hui un journaliste, même un étudiant, ça je vais le dire directement, même un étudiant finaliste qui n'a pas encore fini, aujourd'hui peut créer un journal. Nous l'avons dénoncé envers, mais on ne peut pas aller au-delà de cela. À chaque fois que nous avons l'occasion, nous disons, n'importe qui, il faut avoir le courage de l'affirmer, n'importe qui ne peut pas être journaliste, comme n'importe qui ne peut pas être docteur, comme n'importe qui ne peut pas être avocat. Mais est-ce que dans les entreprises, celles qu'on peut appeler aujourd'hui entreprises de presse, est-ce que les conditions sont bonnes pour les journalistes? On a souvent entendu parler de convention collective des journalistes. Où est-ce qu'on en est? La convention, elle est signée, mais elle n'est ni appliquée, ni applicable aujourd'hui. Parce qu'on a signé une convention avec même le gouvernement, à travers l'ancien ministre de la fonction publique. Je vais lancer un autre appel à l'État pour qu'on relance ça. L'État s'est engagé, je ne vais pas rentrer dans les détails, à travers sa signature, l'État s'est engagé à nous accompagner dans l'application de cette convention. Nous sommes engagés également. Nous, on est prêts à assumer nos responsabilités, à respecter nos engagements, mais il faut que l'État se signale. Mais du jour de la signature de cette convention à aujourd'hui, le gouvernement ne s'est pas signalé par rapport à ses engagements. On ne nous a pas dit dans 1 an, dans 2 ans, on ne nous a rien dit. Le document, il est signé officiellement. Il a été signé par la centrale syndicale, par les organisations professionnelles de la presse, la maison de la presse, je veux dire, et tout, et par le gouvernement à travers l'ancien ministre du Travail et de la fonction publique. Maintenant, il y a 2, 3, 4, peut-être 5 organes aujourd'hui, dont les journaux, même plus, parce que vous savez également, il y a que par rapport à l'aide publique à la presse, il faut avoir des contrats signés en bonne et due forme avec les journalistes. Je ne dirais pas que tous sont en règle par rapport à cela, mais je dis depuis un certain temps, on peut dire qu'une dizaine de journaux sont vraiment, véritablement en règle et ont d'ailleurs commencé à appliquer la convention avant qu'elle ne soit même signée. Ça c'est facile à vérifier, dont les travailleurs sont dans de meilleures conditions de travail, dans de bonnes conditions de travail, je veux dire. Donc, les travailleurs sont bien payés, ils bénéficient de congés payés et tout. Et d'autres avantages. On va terminer en disant un mot de la situation globale dans laquelle le pays se trouve. Crise au nord, crise institutionnelle un peu au sud. Qu'est-ce que vous voyez, vous, comme voie de sortie de crise? La première solution, c'est que les Maliens, qu'ils le veuillent ou pas, sont obligés de s'asseoir, discuter. Nous, on a organisé un forum ici, à la fin du mois. Ça, nous le disions sans
triomphalisme et tout, c'était quand même l'occasion. On a vu ce jour-là, pour vous dire que les gens ne sont pas fondamentalement contre le fait de s'asseoir. On a vu ce jour-là tous les regroupements dans la salle, les partenaires et tout. C'est vrai que ce n'était pas pour se parler en face, mais c'était quand même pour que chacun vienne. Chacun a accepté. Tous les regroupements ont accepté de venir, parler, discuter, dire leur point de vue. On a fait des recommandations et des résolutions que nous allons transmettre bientôt au gouvernement. Mais tout cela, la sortie de crise passe fondamentalement, obligatoirement par nous-mêmes. Nous, Maliens, nous sommes obligés de nous asseoir, discuter et se dire comment est-ce que nous sommes arrivés là. D'ailleurs, si nous sommes arrivés jusqu'ici, c'est parce que depuis un certain temps, les gens ne se parlaient plus. Ça n'a pas commencé en mars, janvier, février, non. Les gens ne se parlaient plus depuis un certain temps. Si tel n'est pas avec toi, il est contre toi, il faut qu'on sorte de ça. Nous avons des vertus, nous avons une tradition ici qu'on respecte, nous avons des aînés, nous avons des références qu'on doit respecter, qui doivent aussi assumer leurs responsabilités. Il faut que les gens cessent de démissionner. De tout le temps au Mali, s'il y a un problème, il y a des aînés qui sont là, il y a des personnes qui sont là, qui sont des références pour nous, qui s'impliquent, qui parlent. C'est les religieux, c'est les chefs de village et tout. Maintenant, il faut que chacun dans son domaine, chacun dans son coin, s'assume, se pose la question, se remette en cause par rapport à ce qui nous arrive aujourd'hui. Et qu'on s'asseye pour parler. Que les Maliens s'asseyent, acceptent de s'asseoir pour parler. Sinon, nous ne pourrons jamais nous en sortir. On espère bien qu'on s'en sortira. Monsieur Koné, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été avec nous. Rendez-vous la semaine prochaine, si Dieu le veut bien, en compagnie de notre invité. Bonne suite de programme.